L'Homme de la rue est une comédie dramatique assez remarquable à tout point de vue, réalisée par Frank Capra. Gary Cooper y est excellent dans un rôle vraisemblablement écrit pour lui, incarnant un gars simple et sympathique que la presse tente de manipuler. Barbara Stanwyck interprète une journaliste qui, pour satisfaire son patron, cherche un scoop propre à émouvoir le public. Après avoir inventé la lettre d'un chômeur désespéré qui menace, en guise de protestation, de se suicider la veille de Noël, elle persuade Gary Cooper, sans le sou, d'incarner le rôle pour ses lecteurs. La fake news prend une ampleur inattendue et Gary Cooper, alias John Doe, devient une idole populaire dont l'impact politique commence à inquiéter l'establishment. Edward Arnold, incarnation admirable de l'ignominie, interprète un homme politique qui tente de corrompre Gary Cooper pour tirer profit de sa popularité. Ce dernier, de bonne foi, refuse de marcher dans la combine et dès lors, la presse fait tout pour le discréditer. Dans ce film qui égratigne largement la clique politico-médiatique, on peut déceler une certaine inspiration populiste qui transparaît dans la représentation du peuple qui, bien que versatile, serait porteur des vraies valeurs démocratiques. Le film illustre également l'impossibilité d'empêcher le système de bousiller toute entreprise collective qui œuvrerait pour le bien commun. C'est aussi enfin l'histoire émouvante d'un brave type, sorte de figure christique, entouré de vautours et dépassé par l'engouement qu'il suscite. La comédie tourne progressivement au drame, mais la veine comique se maintient, notamment à travers l'ami de Gary Cooper, un clochard philosophe, brillamment interprété par Walter Brennan. You get license fees, and number plates, and gas, and oil, and taxes, and insurance, and identification cards, and letters, and bills, and flat tires, and dents, and traffic tickets, and motorcycle cops, and courtrooms, and lawyers, and fines, and a million and one other things. And what happens? You're not the free and happy guy you used to be. La Vipère est le titre français retenu pour ce drame réalisé par William Wyler à partir d'une pièce de théâtre à succès montée à Broadway en 1939. Bette Davis signe là une troisième collaboration avec William Wyler dans un rôle sombre et tragique d'épouse obnubilée par l'argent. L'action se passe dans le sud profond, au tout début du XXe siècle. Le récit fustige la cupidité, incarnée par une terrible Bette Davis, alias Regina, et ses deux frères, issus d'une famille de grands propriétaires et prêts à toutes les infamies pour arrondir leur capital, y compris à s'entre-déchirer. Un des deux frères pousse son cornichon de fils, très bien interprété par Dan Duryea, à voler son oncle, le mari de Regina, un banquier moribond et méprisé, joué par Herbert Marshall. Vol, chantage, les coups tordus vont se succéder et la diabolique Regina ira jusqu'à laisser mourir son mari qui, écœuré par sa bassesse et sa perfidie, envisageait de la déshériter au profit de leur fille. Bette Davis, frisant parfois l'excès, a su rendre son personnage parfaitement haïssable dans cette dure et oppressante histoire familiale, très bien filmée et très bien mise en scène. L'entraîneuse fatale est le titre français de ce drame réalisé par le suractif Raoul Walsh et doté d'une belle distribution. Le scénario s'invite dans le milieu très masculin des réparateurs de pylônes électriques à haute tension de Los Angeles. Edward G. Robinson et George Raft incarnent deux ouvriers liés par une vieille amitié, spécialisés dans ce métier présenté comme particulièrement dangereux. Le premier s'amourage de la fille d'un collègue à qui il vient annoncer la mort accidentelle de son père. Celle-ci, hôtesse de bar, est incarnée par Marlène Dietrich, qui reprend ici son personnage de femme fatale. Edward G. Robinson, trop quelconque mais insistant, épouse Marlène, trop belle mais désorientée. Cela malgré les réserves de son ami George Raft, archétype de l'homme viril, clairvoyant, qui perçoit l'inanité de ce mariage. Ces trois brillants interprètes vont s'affronter dans une histoire tragique, pas mirobolante, un peu stéréotypée, mais où vont se déchaîner les passions. Le film dépeint un milieu ouvrier très machiste, à l'humour douteux et lourdingue avec les femmes. L'atmosphère morale du récit est un peu datée et jette trop volontiers l'opprobre sur le personnage féminin, qui n'est pourtant pas le seul responsable de la tournure des événements.
Notre-Dame de la Mouise est une peinture sociale réalisée par Robert Peggy. Le film qui s'intéresse au faubourg de Paris fut commencé en 1939, interrompu et repris après la débâcle pour finalement sortir au printemps 1941. Le récit préfigure un peu Don Camillo. Il s'agit également d'un prêtre, incarné par François Rosé, qui part à la reconquête des quartiers populaires où dominent la misère et le vice. Il se heurte à l'hostilité des habitants, mais, bien décidé à ramener ses ouailles dans le droit chemin, il décide de bâtir une église. Bien visé, mon ami. Et cette pierre sera la première de l'église que je vais bâtir pour vous. Il devra affronter le patron du bistrot, un méridional, porteur d'une idéologie communisante, présentée comme mortifère. Exploiter sur l'exploiteur. Je secoue les masses, moi, et ça, c'est pas un petit boulot, moi, je te le dis. Leur faire comprendre l'intérêt collectif. Le film n'est pas bien fameux, mais ne manque pas totalement d'intérêt, notamment pour la représentation bourgeoise qui est donnée des classes populaires de la fin des années 30. La morale de l'histoire, annoncée à gros sabots, a dû faire sourire plus d'un spectateur de l'époque dans une France déjà largement déchristianisée.